Donc, je fais un rappel de ce qu'on a vu ce matin. Pardon, ça va faire des marques. Alors. Donc, avec l'étude des symétries et des invariances, on a montré qu'il fallait chercher E en tout point de l'espace sous cette forme-là, donc uniquement avec la variable R, et on a montré que le champ était radial. Au niveau des calculs, on se ramène à ce qu'on sait faire, autrement dit, au cas le plus simple en électrostatique, c'est-à-dire la charge ponctuelle. Donc on refait notre distribution de charge comme ça, donc infinie. Hein. Bon, pour faire les dessins, j'ai dit on va prendre lambda positif, la distribution linéaire de charge. On va se fixer un axe R comme ça. On se place en cylindrique parce qu'évidemment, on a un problème à symétrie de révolution. Donc les coordonnées cylindriques, ben, c'est ce qu'il y a de mieux. On considère un point M de l'espace, comme ça. Ça, c'est notre origine, ça, c'est l'axe Z. Alors, je vais mettre les vecteurs unitaires que j'y suis. Et ce qu'on avait vu ce matin, donc, c'est que pour le fil entier, on ne sait pas faire d'un coup comme ça. Par contre, on sait que si on prend un tout petit bout de longueur dz, ici, qui porte une charge dq égale lambda dz, bah, comme cette charge, elle est quasi ponctuelle, eh ben, on peut calculer l'expression du champ qui est créé à une distance L du point M. On sait que ce champ, il va être dirigé comme ça, puisque j'ai dit que je prenais des charges positives. Et ce champ, comme c'est une charge élémentaire, bah, c'est un champ élémentaire qu'on va appeler DE. Et on sait que son expression, bah, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, la charge divisée par la distance au carré, fois un vecteur unitaire. Donc je ne sais plus comment je l'avais appelé, peu importe. Ce vecteur unitaire, il est comme ça. Et on avait dit que si on prend un autre élément de longueur symétrique par rapport à O du premier, qui est ici, on va être à la même distance L du point M. Donc on aura un champ élémentaire DE' qui n'aura pas la même direction, mais qui aura la même norme. Donc on va le redessiner ici. Il faut le dessiner comme ça, voilà. Hop. Bon, je réécris pas tout. Et donc, si on prend des éléments de longueur comme ça, qu'on associe 2 à 2,
pour former la longueur totale du fil infini. Ben, on voit que ce qui suffit d'ajouter, en fait, ben, ce sont les projections selon l'axe R de tous les DE. D'accord? Autrement dit, si on considère que cet angle-là, on l'appelle θ, par exemple, et ben le champ total, E, ça sera l'intégrale sur tout le fil infini des DE cos θ. D'accord? Parce que quand on fait la somme de ces deux vecteurs, pour avoir la résultante, ben, faire ce vecteur-là, en fait, c'est deux fois la projection de chacun des deux vecteurs. Donc le total, il suffit de faire la projection de tous les DE sur l'axe, et on a fini. Donc voilà comment on peut démarrer le calcul. Est-ce que c'est clair, ça? Oui. Je ne comprends pas la question. Redites-moi le début. Oui. Et alors? Parce que, est-ce que vous savez faire la somme de vecteurs unitaires qui n'ont pas tous la même direction? D'accord? Quand votre élément de longueur des z, il va se balader comme ça, de moins l'infini à plus l'infini, tous les vecteurs unitaires u, qu'on retrouve ici, ils ont tous des directions différentes. D'accord? Donc vous êtes capable de faire directement cette somme avec des u qui n'ont pas tous la même direction? Ben non. Donc c'est à ça que sert l'étude des symétries. C'est d'essayer justement de voir quelles sont les simplifications qu'on peut apporter dans le problème. Faire la somme de tout ça, c'est pas faisable. Faire la somme de ça, des DE cos θ, ça c'est faisable. D'accord? Donc voilà, notre calcul, il est posé. Alors il est posé. Le principe est posé. On sait qu'on doit faire la somme des DE cos θ. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut quand on veut faire une intégrale? Ben, il faut choisir quelle variable on va intégrer. Il faut faire le tour en fait de tout ce qui varie ou ce qui ne varie pas dans le problème, et puis après essayer de trouver la bonne variable d'intégration. Alors ici, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Alors j'efface ça pour ne pas alourdir le truc. On sait qu'on doit faire la somme de toutes les projections selon x, d'accord? DE cos θ, c'est la projection, c'est la composante selon x de DE. Et pour décrire l'ensemble du fil infini, il faut que cet élément de longueur des z, il se balade de moins l'infini à plus l'infini. Donc finalement, qu'est-ce qu'il y a comme chose qui bouge, entre guillemets, comme variable qui varie dans notre problème? Ben, il y a z, déjà. D'accord? Puisque z, ça repère la position de notre élément de longueur. Donc si notre élément de longueur, on le balade comme ça sur l'axe, forcément z varie. D'accord? Donc je mets ce qui varie, on a z. Ensuite, le L ici, bah, quand notre dz il est à un autre endroit, vous êtes d'accord qu'on n'est plus à la même distance L par rapport jusqu'au point M, quoi. Donc L varie aussi. OK? Et quand l'élément de longueur se balade aussi, l'angle change. Donc θ varie. OK? Donc, on est bien un peu embêté parce que il faut savoir sur quoi on va intégrer, quelle va être notre variable. Donc on va voir ça. L'autre chose, c'est de dire, est-ce qu'il n'y a
pas un rapport un peu entre les différentes variables? On pourrait se poser la question. D'accord? Quand on a beaucoup de variables, peut-être qu'il faut chercher un rapport entre elles. Donc là, il suffit de faire un petit peu de géométrie. Par exemple, alors, pardon, je continue. Ce qui ne varie pas, c'est R. Pourquoi? Parce que on cherche le champ au point M qui est repéré par sa coordonnée R. D'accord? Donc c'est vrai pour n'importe quel point M de l'espace. Sauf que on ne fait pas varier la position de M pendant le temps du calcul. Donc R, pour nous, ce n'est pas une variable, c'est un paramètre. D'accord? Si on rencontre du R dans l'intégrale, on peut le sortir de l'intégrale. Est-ce que c'est bien d'accord, ça? C'est bien compris? Oui. OK, parce que ça, c'est important. Donc le premier truc à faire quand on a un calcul de ce genre à faire, que ce soit en OMSI ou en physique, c'est de bien avoir en tête ce qui varie pas, ce qui est des constantes comme 1 sur 4 pi epsilon 0, ce qui est un paramètre comme R, etc., etc. D'accord? Bien faire le tour. Donc on ne va pas intégrer sur R. On peut intégrer sur Z, sur L et sur ou sur θ. Alors on va essayer de voir un peu s'il y a des rapports entre ces différentes grandeurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut voir que là, on a un triangle rectangle en haut, d'accord? Donc, on va appeler ça comme ça, relation entre les variables. Ben, on peut écrire que L au carré, c'est égal à R au carré plus Z au carré, d'après Pythagore. Ça au carré égale ça au carré égale ça au carré plus ça au carré. Autrement dit, il y a un rapport entre L et Z. OK? Alors L2, ça tombe bien parce qu'on le retrouve ici, le L2, au dénominateur. Donc ça veut dire que le L2, on peut le remplacer par R2 plus Z2. OK? Ensuite, alors je vais effacer ça aussi pour gagner de la place. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il nous faut le cos θ. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'exprimer le cos θ en fonction de L, de R, de Z, etc.? Si, Alors dites-moi. ça vaut R sur L. Cos θ égale R, pardon, R sur L. OK. Bon, ben c'est pas mal tout ça. Alors, le θ, on le retrouve ici. D'accord. Le cos θ égale R. Non, non, c'est bien ça. Bon, ben c'est pas mal. Alors, on va réécrire l'ensemble maintenant pour voir s'il nous manque quelque chose ou pas. Donc, je réécris ça. Je mettrai les bornes après. Alors, le dE cos θ, je ne vais pas le laisser comme ça, je vais l'écrire comme ça. D'accord? Parce que la projection dE cos θ, c'est un vecteur selon EX. Donc, j'écris dE sans vecteur cos θ avec le vecteur unitaire EX à la fin. Alors, dE, on a dit que c'était 1 sur 4 pi epsilon 0. dQ, on a dit que c'est lambda dz. Divisé par L2, c'est-à-dire divisé par ça. OK. Multiplié par cos θ, c'est-à-dire R sur L.
Mais L, c'est racine de R2 plus Z2. OK? Donc, tout ça, c'est cos θ. Tout ça, c'est L carré. Et ça, c'est dQ. Ça, je peux le réécrire de la manière suivante. Je vire tout ce qui est constant, ou paramètre. Ah, j'ai pas mis les bornes. On intègre entre quoi et quoi? Ouais. Si la variable c'est z, hein, on intègre de moins l'infini à plus l'infini. OK. Qu'est-ce qui nous reste? Alors, ici, j'ai R2 plus Z2, et là, j'ai R2 plus Z2 à la puissance 1,5, d'accord? Donc, ça va nous faire du R2 plus Z2 à la puissance 3,5 au dénominateur. Donc, si je passe ça au numérateur, pour éviter les fractions, je peux dire que c'est égal à R2 plus Z2 à la puissance moins 3,5. OK? Et il manque juste le dz et le ex. OK? Bon, et bien arrivé là, je suis un peu embêté. C'est juste, hein, il n'y a pas de problème. J'ai une belle intégrale, j'ai qu'une variable z, il n'y a pas de souci. Sauf que je ne sais pas intégrer ça simplement. D'accord? Parce que je ne sais pas trouver simplement une primitive de cette fonction-là. Okay, ce qu'il me faudrait, c'est du z en dehors là, de la parenthèse. Mais je ne l'ai pas. Donc, aller trouver une primitive de cette fonction-là, ça ne me paraît pas évident. Est-ce qu'on peut faire un changement de variable? Alors peut-être, mais même avec un changement de variable, c'est compliqué. C'est pas gagné, hein, franchement. Effectivement, on peut penser à mettre un sinus ou un cosinus au carré là-dedans. Je ne sais pas si c'est faisable ou pas, j'en sais rien. Bon, je vais pas essayer. Mais je fais exprès de prendre cet exemple-là, parce que c'est ce qui est dit dans votre cours également. La leçon à retenir de ça, c'est quoi? C'est que quand on fait un problème de physique et qu'on arrive à une belle expression comme ça, si jamais on est bloqué d'un point de vue mathématique, il ne faut surtout pas baisser les bras. Déjà, c'est pas mal d'être arrivé là, mais pour aller plus loin, il faut se dire, mais peut-être que prendre z comme variable d'intégration, ce n'était pas le meilleur choix. D'accord? Si on avait pris autre chose, ça aurait été peut-être plus simple. Donc, c'est ce qu'on va essayer. Alors ici, on va mettre comme commentaire dur à intégrer. Voilà, donc il ne faut pas s'en faire, hein, ça vous arrivera dans d'autres exercices de buter comme ça sur une intégrale. Il ne faut pas paniquer, et il faut essayer de faire autrement. Je fais un peu de place. Bon, tout ça, vous l'avez dans le cours, hein, en principe. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, c'est pas bien grave, vous pourrez le retrouver facilement. Donc cette fois, on va choisir plutôt θ comme variable d'intégration. Alors, on a déjà le cos θ, donc du coup, on va le laisser, le cos θ. On verra les bornes après. Alors, je remets en attendant... ou alors non, je vais le changer peut-être
maintenant. On a dit que dq, c'était lambda dz. Mais il ne me faut pas du dz, moi. Si je choisis θ comme variable d'intégration, du coup, il me faut du dθ quelque part. Donc l'idée, c'est que... Ouais, je vais le faire avant. L'idée, c'est qu'on va exprimer la charge élémentaire, non pas en fonction de dz, mais en fonction de dθ. Alors, comment on va faire tout ça? Comment on va faire tout ça? Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on avait? On avait L2 égale R2 plus Z2. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a L cos θ égale à R. C'est ce qu'on avait mis tout à l'heure. Enfin, on avait écrit cos θ égale R sur L. OK. Et je vais en rajouter une autre formule. On va rajouter Z sur R égale tangente θ. Ça sur ça égale tangente θ. Donc Z égale R tangente θ. Et de là, on va en tirer dz égale R. Qu'est-ce que c'est que la dérivée de tangente θ? Ouais. dθ. D'accord? La différentielle de z, c'est égal à ça. Ben voilà. Donc, il suffit que je remplace dz par tout ce bazar-là, et j'aurai mon dq. Donc ça, c'est bon. J'ai dit le cos θ, on l'a. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le L carré. Ben, L carré, je peux dire que c'est R2 sur cos carré θ. Voilà, on a tout. Donc on va utiliser ça pour L2. On va utiliser ça pour la charge. Et puis le cos θ, on l'a déjà, donc il n'y a pas de souci. Alors, ça nous donne donc... On verra les bornes après. Donc dE cos θ, donc 1 sur 4pi epsilon 0, lambda dz, autrement dit lambda R sur cos carré θ dθ. Donc ça, hein, c'est... Tout ça, c'est dq. Sur L carré, donc ça veut dire sur ça. Cos θ, EX. Alors les bornes maintenant. Qu'est-ce que ça va nous donner? Pas d'idée? À 0. D'accord? Quand on est tout à fait à l'infini tout là-haut, cet angle-là, il tend vers pi sur 2. Enfin, tout dépend dans quel sens on a pris le truc. Si on est tout en bas, l'angle tendra vers encore pi sur 2, comme ça, en valeur absolue. Alors, comme on a un angle dans un sens, un angle dans l'autre,
Enfin, ça nous fait du moins pi sur 2 à pi sur 2. Alors, on simplifie. Le truc constant, les paramètres, on les vire de l'intégrale. Qu'est-ce qui nous reste? Ah oui, il y avait du R2 au dénominateur aussi. Donc du coup, et il y a du R ici, du R2 en dessous. Donc ça va faire du R au dénominateur. Ensuite, le cos carré qui est là, il va se simplifier avec le cos carré qui est ici. Donc il ne reste plus que celui-là. Et vous voyez que là, on arrive à une fonction qui est bien plus simple à intégrer. Sinus pi sur 2, ça fait 1, moins 1, donc ça fait 2. Ah, j'ai oublié le X. Ah, c'est pas EX, ER, je suis con. Ah, je suis sur un axe radial. On va changer. Changez-le, hein, à chaque fois. Hop. Voilà. Monsieur, Ouais. est-ce qu'on pouvait dire que dθ il est égal à dz sur r? Alors, dθ égale dz sur r. À partir d'où? Comment vous voulez? Pour moi, tangente θ égale à z sur r, et comme on a un petit angle et un dz, du coup, ça... Ah non, 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 là on n'est pas dans les petits angles. Hein. Pas du tout. Ouais, même pour un dz. Oui, mais quand on intègre, l'élément dz, il se balade de moins l'infini à plus l'infini, donc le θ, il se balade de moins pi sur 2 à pi sur 2. Donc on ne peut pas dire que ce sont des petits angles. Ok. D'accord? Ok, merci. Donc, on peut pas simplifier. Donc voilà l'expression du champ qui est créé par un fil infini. Donc c'est un champ qui est radial et qui varie inversement, enfin qui est inversement proportionnel à la distance à l'axe. Donc quand R tend vers l'infini, en fait le champ va tendre vers 0. Alors c'est pas forcément un résultat qui est intuitif, parce qu'on aurait pu penser que, étant donné qu'on a un fil d'extension infini, ben, son effet devrait se faire sentir même si R tend vers l'infini, mais quand R tend vers l'infini, le champ tend vers 0. Et on voit aussi que si R tend vers 0, ben, cette expression-là, elle tend vers l'infini, donc le champ est indéfini sur le fil. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Donc je vous dis, hein, ça c'est page 27 de votre cours. J'espère que votre prof d'amphi va avoir le temps de le faire, mais même s'il n'a pas le temps, bah, je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut faire absolument en TD, parce que ça fait partie des calculs de base qu'il faut savoir faire. Et surtout, ça permet d'introduire la notion de distribution continue de charge et de champ créé par une distribution continue de charge. Et vous voyez que bah, il suffit de se ramener au cas d'une charge ponctuelle et de faire la somme de tous les champs élémentaires créés par une charge ponctuelle, en se servant évidemment des symétries des invariances pour se faciliter la vie et puis prévoir à l'avance finalement quelle va être la forme du champ. Là, on avait déjà prévu que E allait être selon ER. Et que s'il dépendait de variable, ça pouvait être que... Ouais. Ouais.
Ah, avec oui, juste les plans. Ouais, 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 ça marche. Ça marche, ça marche. Alors, oups, pardon. Je prends un plan vertical comme ça qui contient l'axe, d'accord? Donc c'est un plan de symétrie. Je considère un point M qui appartient au plan. Ce que me ce que me disent les propriétés du champ E, c'est que pour un point M qui appartient à un plan de symétrie de la distribution de charge, le champ E est contenu dans ce plan. On est d'accord jusque-là? Une propriété du cours. Hein. Donc ça veut dire que en ce point-là, E pourrait être comme ça, comme ça, comme ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, le E, il est contenu dans ce plan-là. Jusque-là, ça va? Bon. Maintenant, au point M, il y a un autre plan de symétrie qui passe. C'est le plan qui est horizontal. Je le dessine comme ça. Je ne sais pas si je dessine bien. Si je prends ce plan-là, c'est aussi un plan de symétrie, puisqu'il coupe, entre guillemets, en deux un fil infini, donc il y a l'infini au-dessus, l'infini en dessous, donc c'est un plan de symétrie. Autrement dit, le champ, il appartient à la fois au plan bleu et à la fois au plan M, au plan rouge. Donc ça veut dire qu'il appartient à la droite d'intersection des deux plans. Alors, je continue les explications pour tout le monde, hein, au cas où il y en aurait d'autres qui auraient des soucis. Donc la droite d'intersection des deux plans, c'est cet axe-là. Donc ça veut dire que E, il est porté par cet axe. Et qu'est-ce que c'est que cet axe? Eh bien, c'est un axe radial. D'accord? Ça marche? Okay. Après, ça, avec un peu d'habitude, vous allez voir qu'en faisant 2-3 exercices, ça va rentrer. Voilà, donc j'en dis pas plus sur cet exercice-là. Vous pourrez regarder sur Internet, vous cherchez champ créé par un fil infini, vous allez trouver plein de belles illustrations. Donc, vous verrez ce que ça donne. Bon, les cartes de champ, c'est quand même tout simple. Hein. Si le fil, vu par-dessus, comme ça, si le fil vient vers nous, bah, si lambda est positif, eh ben le champ il est tout simplement comme ça. Et puis plus on s'éloigne, plus le champ est diminuant. Non. Si lambda est négatif, les flèches vont dans l'autre sens. OK? Donc ça, c'était simple. Enfin, simple. Simple dans le sens où on a une distribution de charge qui est rectiligne. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est ce qui se passe quand on a une distribution de charge en forme de spire. Donc là encore, vous l'avez dans le cours, mais je préfère le faire en TD. Enfin, quand je dis vous l'avez dans le cours, je ne sais même pas sûr en fait. Je vérifie. Non, si ça se trouve, vous l'avez même pas. Non, vous l'avez peut-être pas. Bon. Allez. Tac. Donc, comme titre, on va mettre champ E créé par une distribution de charge en forme de cerceau. En tout point de l'axe de révolution. On va faire un schéma pour expliquer.
Donc on va considérer toujours une distribution de charge positive. Et puis on va prendre un cerceau de rayon R. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais prendre un axe comme ça. Et je vais supposer que mes charges, elles sont réparties comme ça en forme de cerceau. De rayon R, de centre O. Et le but du jeu, c'est de trouver le champ en tout point M de l'axe. Quand je dis en tout point M, ça peut être à droite ou à gauche. Monsieur, juste, on suppose qu'il y a un seul cercle ou plusieurs? Un seul? Un seul cercle ou plusieurs cercles? Non, non, un seul. Hein. Ok. Un cerceau infiniment mince. Ok, ok. En forme d'anneau, j'aurais peut-être pu mettre. Ce cerceau, c'est vrai que ça pourrait laisser penser que... ouais, je sais pas, qu'est-ce que vous préférez, anneau? On va le mettre anneau de rayon R. Ça sera plus simple. Voilà. Alors pourquoi je demande M, le champ en un point de l'axe simplement et pas ailleurs? Bah parce que ailleurs, il n'y aurait pas suffisamment de symétrie pour qu'on puisse faire les calculs, ça serait infaisable. Donc on s'intéresse uniquement à un point sur cet axe-là. Alors on va commencer, comme on a commencé pour le fil infini, à savoir, on va faire l'étude des symétries, puis l'étude des invariants. Alors, est-ce qu'il y a des plans de symétrie? Ouais. Alors, je l'ai appelé anneau. Donc, toutes les charges, elles sont contenues dans ce plan. Donc, c'est un plan de symétrie. Alors, je vais dire que ça, c'est l'axe Z. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les plans qui contiennent OZ. Ouais. Tout plan qui contient OZ est plan de symétrie. Donc, puisqu'on s'intéresse qu'à un point M qui appartient à l'axe Z, ça veut dire que le champ, il est comment en M? En M, il est selon OZ. Ouais. Alors, je mets plus ou moins EZ, d'accord? Parce que ça dépend du coup où on se place. OK? Encore une fois, si c'est pas hyper clair tout ça, bah, on peut représenter un plan de symétrie comme ça, par exemple.
Ça, c'est un plan de symétrie, tout à fait quelconque. Ça, c'est un autre plan de symétrie. Voilà un autre plan de symétrie. En M, le champ appartient à la fois au plan rouge et à la fois au plan bleu. Autrement dit, il est à l'intersection des deux plans. Et l'intersection des deux plans, c'est l'axe Z. Conclusion, en M appartenant à l'axe Z, E est selon l'axe Z. Donc selon plus ou moins EZ. D'accord? Si je reviens ici, là, puisque le plan vertical, là, il est plan de symétrie. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire de E? J'y arriverai pas. Qu'est-ce que je peux dire de E de Z par rapport à E de moins Z? Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Non? En norme, oui. Ouais, opposé, tout simplement. Pourquoi j'écris ça? Parce que d'après votre cours, si on est de part et d'autre d'un plan de symétrie, si en deux points symétriques d'un plan de symétrie, pour être clair, le champ est symétrique. D'accord? Je le redis doucement. Je redessine en dessous parce que sinon, on ne voit plus rien. En deux points symétriques par rapport à un plan de symétrie, le champ est symétrique. Or, le champ est selon EZ. Donc, si à droite, le champ est comme ça, à gauche, le champ est comme ça. Symétrie du champ. D'accord? Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi je sais que le champ, il est à droite comme ça? Ben parce que lambda est positif. Si lambda était négatif, les deux champs seraient inversés. On verra ça après quand on va faire un petit dessin. Donc, en conclusion de cette étude des symétries, si on se place en coordonnées cylindriques, parce qu'encore une fois, on a une symétrie de révolution, donc c'est le système de coordonnées qui va le mieux. On va chercher E sous la forme E égale une composante qui va dépendre, pas de R, parce que R vaut 0 ici. Donc, est-ce que ça va dépendre de θ? Non plus, parce que M, il est, on s'intéresse qu'à un M sur l'axe. Donc, R égale à 0, θ n'est pas défini non plus, égale à 0. Donc, on peut avoir simplement quelque chose comme ça. D'accord? Donc là, on est dans un cas particulier où on n'a même pas besoin de faire l'étude des invariances en R et en θ, parce que R et θ valent 0. Hein, on reste sur l'axe. Donc je le mets quand même. Hein, mais...
Donc R vaut 0, θ vaut 0, il n'y a que Z comme variable. A priori, ça semble à peu près logique que le champ E dépende de Z, parce que ça, c'est une distribution qui est finie, d'accord? Donc, si on se place très très loin de cette distribution, on peut se douter que le champ va tendre vers 0. D'accord? Ok. Est-ce qu'il n'y a pas une toute dernière chose qu'on aurait pu déduire des symétries, à votre avis? Ici, là, à l'origine, le champ, il est comment, à votre avis? Il est nul. Il est nul. Parce que s'il n'était pas nul, ça voudrait dire qu'il appartient à tous les plans de symétrie qui passent par ce point, ce qui n'est pas possible. D'accord? Le champ, il ne peut pas appartenir à la fois au plan bleu, au plan rouge et au plan vert. Donc forcément, le champ, il est nul au centre. D'accord? Bon, bah maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair sur l'allure de ce champ, eh ben on va se lancer dans les calculs. Donc je refais ma figure un peu plus grande. Et puis on va voir comment on calcule tout ça. Alors, ça, c'est O. Ça, c'est un point M. Donc repéré par sa coordonnée Z. On va commencer par, comme on l'a fait tout à l'heure, on va regarder ce qui se passe pour un petit élément de longueur qui se trouve ici. Alors, je vais le changer de couleur pour que ça se voit bien. Alors ici, je ne vais pas l'appeler DZ, on va l'appeler DL, par exemple. Donc c'est un petit bout de longueur DL qui porte une charge DQ qui vaut lambda DL. Je dis, je prenais lambda positif. Cette charge est toute petite, donc elle est quasi ponctuelle. Donc elle a au point M, cette charge, elle va créer un champ DE comme ça. Attention, on n'est plus dans le plan là, hein. C'est une représentation en perspective en fait. Hein. D'accord ? Alors si vous trouvez ça dur de faire ce genre de choses, ben, vous allez encore plus pleurer quand on va faire le champ magnétique, parce que là, il n'y a que de ça. Hein. Donc il faut essayer de bien faire des tracés bien propres, parce que voilà, on sera rarement dans le plan. Hein. Qu'est-ce que je peux faire pour commencer déjà à réfléchir sur les calculs? Ben, étant donné qu'il y a la distance ici qui m'intéresse, ben, cette distance, je vais l'appeler, ben, j'ai déjà utilisé L, donc je vais l'appeler, j'ai dit que j'évitais D parce que ça fait penser à différentiel, je vais l'appeler grand L. Allez. OK. Qu'est-ce que je peux rajouter sur ma figure? Je peux rajouter le rayon R qui est ici. Puis là, je mets Z quand même. Donc on a R, on a Z, on a L.
Après, ce petit bout de longueur, il va falloir le faire tourner tout autour de l'anneau. Donc, ça veut dire qu'il va me falloir repérer sa position par un angle θ. D'accord? Si je fais une vue de face, comme ça, avec l'axe Z vers nous, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai pris un petit élément ici. Alors, par rapport à un axe qui serait comme ça, ce petit élément de longueur, il est repéré par θ et dθ. Alors, ça, c'est grand R. Donc déjà, je peux écrire que dl, c'est quoi, à votre avis? Ouais. Donc ça veut dire que dq, ça sera lambda r dθ. Pour faire tourner ce petit élément de longueur dl, il suffira que je fasse varier θ de 0 à 2π. D'accord? Donc on voit un petit peu comment on va faire les calculs. Maintenant, ce qu'on ne voit pas encore, c'est comment on va faire la somme de tous les DE. Parce que si jamais je prends un DL qui est ici, par exemple, ben on voit tout de suite qu'on aura un DE qui va faire pas la même direction que celui-là. D'accord? Tous les DE qui vont être créés par l'ensemble des DL, ils vont être dans des directions différentes. Donc, si j'écris que E, c'est la somme sur l'anneau de tous les DE, ok, c'est juste, mais il faut que je sois capable de faire ça. Et vu comme ça me paraît difficile, puisque tous les DE, ils vont avoir des directions différentes. Néanmoins, on peut remarquer une chose, c'est que quel que soit le point que je considère sur l'anneau, je suis toujours à la même distance grand L par rapport à M. Autrement dit, grand L, ça sera un paramètre. Ça ne va pas varier le temps du calcul. C'est déjà ça. J'ai R, grand R, qui est fixe également. Donc, θ va varier, mais grand R ne va pas varier, grand L ne va pas varier. Z non plus ne va pas varier, c'est un paramètre. OK? Mais pour l'instant, ça ne me dit toujours pas comment je vais faire une somme vectorielle de vecteurs DE qui ont tous des directions différentes. Mais là encore, on va regarder les symétries. On va prendre pas n'importe quel autre DL, on va prendre un DL qui est diamétralement opposé au premier. Qui se trouve ici. Alors la figure ne le montre pas forcément, parce que c'est une perspective, mais je suis à la même distance L. D'accord? Puisque ces deux points sont diamétralement opposés. En fait, tout point sur l'anneau est à la distance L de L. Donc on va dire que ça, c'est un DL'. Le DE', il va être comme ça. Et comment va être la somme des deux? Ah non, pardon, c'est sur l'axe. Elle va être sur l'axe. Conclusion. Si j'appelle θ, ah non, j'ai déjà utilisé. Donc si j'appelle alpha cet angle-là,
faire la somme de tous les DE sur l'anneau, ça revient à faire la somme des DE cos alpha. Un peu comme dans le cas tout à l'heure avec le fil infini. Il suffit ici de faire la somme des projections. Donc vous voyez qu'un dessin qui est bien fait, j'ai pris le temps, hein, mais au moins on voit ce qu'il faut faire. On comprend les histoires de symétrie, d'accord? On a la preuve que le champ total, il sera sur Z. Et en même temps, il y a déjà pratiquement, je pense, toutes les variables qui vont être utilisées pour faire les calculs. Donc j'insiste, comme d'habitude, sur le fait que dans un exercice, le premier truc à faire, c'est de visualiser le problème et de faire un schéma, et de ne pas le bâcler. Prenez le temps de faire un schéma correct, et vous verrez que ça vous fera vraiment gagner du temps sur le calcul après. Alors évidemment, ce n'est pas simple, parce que voilà, il faut le représenter, tout ça c'est dans l'espace, donc il faut arriver à le représenter dans le plan de la feuille. Mais voilà, il faut se forcer un peu. Alors on va essayer de faire une petite phrase pour expliquer tout ça. Alors, j'écris mal. On voit que si l'on considère deux éléments de charge, on va dire, deux charges élémentaires diamétralement opposées, on voit que si on considère deux charges élémentaires diamétralement opposées, les composantes normales par rapport à OZ des DE s'annulent et que les composantes tangentielles s'ajoutent. Donc E total est la somme des projections des DE sur OZ. Alors qu'est-ce que j'ai voulu dire par les composantes normales? Si on prend ici, si on décompose chaque DE en une composante tangentielle et une composante normale, ça et ça s'annule, et il reste ça plus ça. D'accord? Alors là, ça ne fait pas la même longueur, c'est à cause de la projection, hein, de la figure, mais ça et ça, c'est les mêmes valeurs. Ouais, il n'est peut-être pas terrible, j'aurais peut-être dû faire un vecteur plus petit, là. Je suis en train de regarder. Je me demande si j'ai pas foiré un petit peu ma perspective dans l'histoire. Ouais, je vais essayer de le refaire là, juste pour voir, parce que faut dire que c'est assez chiant. Hein, alors, je refais. Tac. Je me suis planté, je pense, sur la longueur. Alors, je refais un DE comme ça. Donc, il faudrait que
Ouais, j'aurais peut-être dû le représenter comme ça, je pense. Voilà. Pour dire que les projections sur l'axe Z sont les mêmes. Voilà, ça, là, ça colle. Et les projections hors axe Z s'annulent 2 à 2. Ouais, ça a l'air mieux. OK. Donc, ces projections-là et là, elles s'annulent 2 à 2. Et ces projections-là, eh ben, elles s'ajoutent pour donner ce vecteur élémentaire ici. OK, c'est plus clair? Oui. Ah, attendez, j'ai pas fini le calcul encore, hein. Là, pour l'instant, j'ai juste fait une constatation sur le fait que pour calculer le champ total, il faut que je fasse ce calcul-là. Mais je n'ai pas encore exprimé DE, d'accord? C'est ce que je vais faire maintenant. Alors, DE, je continue ici. Qu'est-ce que c'est? Ben, comme d'habitude, c'est du 1 sur 4 pi epsilon 0. dq, autrement dit lambda dl, soit lambda r dθ. Donc ça, c'est dq. Sur la distance au carré, donc je l'appelle grand L. Je ne mets pas le vecteur unitaire parce que c'est juste la norme en fait qui m'intéresse. Donc j'ai ça. Alpha, je l'efface, c'est ça. Donc ce qui varie, on a dit θ, L. Ce qui ne varie pas, bah, c'est Z, c'est alpha, c'est grand L et c'est R. Donc les paramètres du problème. Et puis là, parce qu'on est toujours à la même distance. Donc le cos alpha, finalement, c'est une constante. Monsieur, mais du coup, L, il varie ou pas? Hein? C'est pas le même L. Ah non, L, Oui. c'est pour DL. Oui, oui, oui. Ah, pardon, ok, ok. Ouais, ouais. Oui. Non, lambda c'est une densité linéique de charge. Donc, alpha. Alpha. Ouais, bien sûr, mais alpha, il est uniquement fonction de Z et de R. D'accord? Pour un R donné et un Z donné, le alpha, il ne varie pas. C'est ça que je veux dire. Ça fait partie des paramètres. OK. Bah, finalement, le L, on n'en a même plus besoin, puisque on a dit que DL, c'est R dθ. Donc finalement, je ne suis même pas obligé de mettre L ici, d'accord? Donc la seule variable, c'est finalement c'est θ. Bon. Donc, je peux réécrire ça de la manière suivante. 1 sur 4 pi epsilon 0, lambda R dθ sur L2, cos alpha EZ. Autrement dit, en virant tout ce qui est constant le temps du calcul, j'ai ça qui saute.
J'ai même le cos alpha qui saute. Monsieur, Il me reste juste des θ. Ouais. je vois pas la projection qu'on a faite pour avoir DE. C'est pas plutôt, enfin, pour avoir le vecteur DE, c'est pas plutôt DE sur cos alpha? Non. Vous êtes d'accord que cette composante-là, je vais la dessiner. Oubliez le DE', là. Vous êtes d'accord que ici, c'est un DE X, et puis ça, c'est un DE, j'en sais rien, bon, on peut l'appeler comme on veut, Y. D'accord? DEZ, pardon. Ça, c'est un DEZ, ça, c'est un DEX ou DEY, n'importe. Ok. Ça, cette longueur-là, c'est bien DE cos alpha. C'est la projection de DE sur l'axe. Ah oui, ok. 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 Ok, donc là, bah, vous voyez que finalement, bah, il ne reste plus grand-chose dans l'intégrale. Et les bornes, eh ben, c'est tout simple, parce qu'il faut que notre petit bout ici parcourt toute la longueur, donc il faut que θ varie entre 0 et 2 pi. Terminé. Alors, on ne va pas laisser tout à fait comme ça. Mais... je vais lire ça. Ça, on l'a noté, c'est bon. Tac. Gagne un peu de place là, voilà. Donc voilà, le calcul il est bon. Est-ce que je... Enfin, je n'ai pas tout à fait fini. Je développe. Donc ça nous fait du 2pi lambda r cos alpha sur 4pi epsilon 0 L2. On peut simplifier par 2pi, évidemment, si on veut. EZ. Est-ce que je laisse comme ça? Ben non, c'est pas terrible. Pourquoi? Parce que j'ai du cos alpha et du L carré ici. C'est un peu too much. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire, par exemple, que R2 plus Z2, c'est égal à L2 d'après Pythagore. Donc, comme ça, je retrouve le R qui est le rayon de l'anneau que je suis censé connaître, et le Z, la position du point F. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire du cos alpha? Ben, cos alpha, ça sera Z sur L. Autrement dit, Z sur racine de R2 plus Z2. Donc, je remplace là-dedans. Donc ça, c'est mon L carré. Et puis, le cos alpha, j'ai dit que c'était tout ça. Donc ça fait Z, la racine, on la retrouve là. Donc, je peux dire que c'est ça. Voilà. Alors, je peux faire passer ça au numérateur en mettant un exposant moins 3,5. Hein. Ça n'a pas d'importance. Donc voilà, un truc qui paraissait très complexe au départ, bah, vous voyez que déjà rien qu'avec les symétries, on sait que l'axe, que le champ il est sur l'axe. Et ensuite, en faisant bien attention à ce qui est paramètre, ce qui est constante et ce qui varie, on s'aperçoit que dans l'intégrale, eh ben, il ne reste plus grand-chose à la fin. Donc finalement, c'est très facile à faire. Donc voilà quelle est l'expression du champ qui est créé par un anneau qui porte une charge lambda. Enfin, une densité de charge lambda, c'est-à-dire une charge totale qui serait 2πr fois lambda. Alors j'avais dit dans ma question qu'il fallait calculer le champ qui est créé en tout point de l'axe X.
est-ce que mon expression, elle est valable pour Z positif et Z négatif? Ben ouais, on va retrouver que E de Z égale moins E de moins Z. Pourquoi? Parce qu'au dénominateur, on a du Z carré. Donc, quand Z est positif ou Z est négatif, ça fait la même chose. Et au niveau du numérateur, ben, si Z est positif, on a un champ qui est selon plus EZ. Et si Z est négatif, en même valeur absolue mais négatif, le champ aura la même norme, mais selon moins, avec un sens selon moins EZ. Donc, c'est cohérent. Et enfin, si Z égale à 0, autrement dit, si on est ici, on a 0 au numérateur, R2 au dénominateur, le champ est nul. C'est bien ce qu'on avait trouvé. D'accord? Ce qui se comprend aisément, hein, parce que si avec un simple dessin, on voit tout de suite que au centre ici de l'anneau, si je prends un petit élément de longueur là, le DE il sera comme ça. Si je prends un élément de longueur diamétralement opposé comme ça, le champ sera comme ça, la somme des deux fait 0. Donc si on associe comme ça 2 à 2 tous les petits éléments de longueur, ben, le champ total au centre vaut 0. Et pour terminer entièrement, 2 secondes, si on vous demande de tracer le champ en fonction de Z, qu'est-ce que ça va donner? On prend notre axe Z comme ça. Là, on va tracer la composante de Z, c'est-à-dire ça. Hein. Quand Z vaut 0, le champ est nul. Quand Z tend vers plus l'infini, ça va tendre vers un 0 plus. Donc, on va avoir une asymptote qui va se trouver ici. Quand Z tend vers l'infini, tout ça va tendre vers 0 moins. Donc, on va avoir une asymptote horizontale en dessous par valeur négative, comme ça, à 0 moins. Entre les deux, vous admettrez que le champ, il va faire un espèce de truc comme ça. Il suffit de tracer ça sous Excel et puis vous aurez cette taille-là. Donc, de temps en temps, dans les exercices, en interro, on demande de trouver l'expression d'un champ et de tracer son allure. Donc, il ne s'agit pas de tracer point par point, il s'agit de tracer globalement l'allure du champ. Donc, il suffit de regarder ce qui se passe, par exemple, en 0 et à moins l'infini plus l'infini. Ça suffit en général à s'en sortir. OK? Donc, si on fait le bilan de ce qu'on a vu aujourd'hui, les points qui me paraissent les plus importants, c'est que quand on a une distribution qui est continue de charge, on se ramène au cas d'une charge ponctuelle et on fait une somme. Et d'autre part, il faut impérativement commencer les exercices d'électromagnétisme par l'étude des symétries et des invariances pour savoir sous quelle forme on cherche le champ. Et enfin, quand on a posé son calcul intégral, le principe du calcul intégral, il faut se poser la question de ce qui varie pas, faire le bilan de toutes les variables, toutes les constantes que l'on a, choisir une variable d'intégration, regarder si le calcul est faisable. Si le calcul ne semble pas faisable, on change de variable d'intégration. D'accord? Il ne faut pas rester bloqué sur un truc. Ça marche? Donc, pour la prochaine fois, si vous voulez, donc la prochaine fois, c'est demain, si vous avez le temps de regarder, on va continuer par l'exercice 7. Donc, toujours pour rester sur le champ électrostatique. Et ça sera le champ d'un plan infini. Et pour déterminer ça, on partira en fait du champ qui est créé par un disque. Une distribution de charge surfacique en forme de disque. Et ensuite, on passera au champ magnétique. Voilà.
Eh ben, à demain matin, du coup.